Good morning, Aleïd, Aïnetsutra, aujourd'hui le Nishmat, Claude Shlomo Ben Shalom et Lucien Matraïna, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous sachons la Sechet Sota, Perikret Mishnah Gimel. Ve'elu she'enan chozrin, abonné Bait, abonné Betchar, Achsadra, ou Mirpeset, ou Marpeset écrit. Anotea Arba'a Ilane Ma'achal, Vachamisha Ilane Srak. Amarzir et Gushato, Almanan le Kohen Gadol, Gusha Vachalotza le Kohen Idiot. Mamzeret Untina l'Israël, Bat Israël, les Mamzer Ulnatin, Lo Haya Choser. Rabbi Yehuda Omer, Af Abonné Bait Al Mechono, Lo Haya Choser. Rabbi Eliezer Omer, Af Abonné Bet Levenim Basharon, Lo Haya Choser. On est dans nos sujets depuis le début du chapitre. On parle concrètement des Chosrin Me'orche Amilchama. Lorsqu'on partait en guerre, il fallait que le Kohen, on dispensait de guerre, on exemptait de guerre tous ceux qui avaient trois domaines, ceux qui avaient marié une femme, ou qui étaient sur le point de marier une femme, ceux qui avaient construit une maison, et ceux qui avaient planté un verger. D'accord? Maintenant, il faut comprendre qu'il y a trois éventualités pour chacun. Il y a celui qui n'a pas encore commencé, qui était sur le point de marier. Il y a celui qui a marié mais qui est encore tout frais. Et il y a celui que même s'il a marié ou s'il a construit une maison, ou pour les trois quoi, que malgré tout on va pas l'exempter parce que ce qu'il a fait c'est pas assez important ou c'est pas assez agréé, on va dire comme ça. Dans la Mishnah précédente, on avait appris, alors, c'est-à-dire, je fais une introduction pour comprendre c'est quoi l'enchaînement de la Mishnah Bet, Gimel, Dalet. Bet, c'était celle d'hier, Gimel, celle d'aujourd'hui, et Dalet, ce sera celle de demain, où, en fait, dans la Mishnah précédente, on a trois possibilités. C'est-à-dire, on va prendre une personne qui a marié une femme, selon le cas, qui a marié ou qui est sur le point de marier. On va prendre la question du mariage, mais c'est la même chose pour la construction de la maison ou pour planter le verger. Il y a, selon le cas, il y a quelqu'un qu'on va dire, toi, tu viens même pas en guerre, tu restes chez toi, on t'appelle pas. Il y a des cas où on va les appeler, ils vont partir avec eux sur le front, mais ils vont repartir en arrière pour rester, ce qu'on avait appelé la défense passive, pour entretenir ceux qui font la guerre, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas eux-mêmes combattre pour ne pas se risquer de mourir, mais ils ne vont pas rentrer chez eux. Il y a des gens qui vont rester chez eux, en fait. Il y a des gens qui vont partir à la frontière pour aider, et il y a des gens qui vont malgré tout partir au front, même s'ils ont marié. Mishnah précédente, on avait appris les gens qui partaient au front, qui partaient à la frontière, ils restaient sur la frontière pour s'occuper d'amener à manger et à boire à ceux qui faisaient la guerre, mais eux-mêmes ne combattaient pas. Dans notre Mishnah, on va découvrir des gens qui vont malgré tout combattre, même s'ils ont marié, construit ou planté le verger. Dans la prochaine Mishnah, on verra qu'il y a des gens qu'on ne va même pas les appeler à venir avec nous à la guerre. Et on commence avec Ve'elo shenan rosin. Telles sont les personnes qui ne vont pas revenir du tout, qui vont partir combattre même s'ils ont construit. Le principe est très simple. Pour les constructions, on a trois cas. Ça va être des gens qui ont construit des constructions qui ne vont pas être assez importantes. Ouais, des choses qui sont négligeables. Peut-être qu'il faudrait introduire d'abord que si moi j'ai déjà une maison gigantesque de 350 mètres carrés, et que j'ai malgré tout rajouté une nouvelle chambre dans ma maison, je m'appelle que j'ai aussi construit une maison, et que on va me dispenser, on va m'exempter de guerre. D'accord? Selon le cas, comme on verra. Mais si toutefois j'ai construit chez moi une maison qui n'est pas conséquente, et pire que ça, même si j'ai construit un étable aussi, si c'est quelque chose, le principe est simple, si j'ai construit quelque chose de fixe et de durable, dans lequel on est apte à habiter, c'est quelque chose d'habitable. Habitable, c'est-à-dire passer du bon temps, ça peut être, même si j'ai construit une belle salle de musculation chez moi, je reviens chez moi parce que la Torah m'a exempté, ça s'appelle que tu as construit une maison, quelque chose d'habitable de nouveau. On n'a pas dit nécessairement parce que tu n'avais rien pour habiter, et même si c'est du super luxe, ok? À exclure par contre celui qui construit un bet sha'ar. Un bet sha'ar, c'est dans le portail, lorsqu'on a une grande demeure, comme chez moi, il y a des gens qui ont on met là-bas une petite maisonnette pour le gardien, d'accord? Et dans cette petite maisonnette, eh bien, c'est pas vivable. On peut pas mettre un lit et dormir, c'est pas assez, techniquement, c'est un lieu de passage, c'est pas fait pour, donc dans ce cas-là, un lieu de passage, c'est pas fait pour y séjourner, donc c'est pas assez conséquent pour te dispenser. Arsadra, c'est quelque chose de différent cette fois-ci. Si on compare quelque chose où on aime séjourner,
c'est une très belle terrasse avec un toit. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de mur. S'il n'y a pas de mur, ça s'appelle pas encore une maison. Tout comme dans les Khot Mezouza et tout ça. Mir Peset, Mar Peset, on appelle ça, c'est intéressant. Mar Peset, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une Peset, mais c'est pas un balcon, c'est pas exactement. C'est ceux qui habitent à l'étage. Je sais pas si vous avez déjà vu dans les vieux quartiers de Jérusalem, c'est encore comme ça, Bate Ungarin et tout ça. Il y a les gens qui habitent à l'étage, ils ont des escaliers de la rue qui montent sur un balcon. Celui qui a construit un balcon comme ça, qui a agrandi le balcon, qui l'a, d'accord, c'est pas assez conséquent pour lui dire de rentrer, parce que c'est de nouveau un lieu de passage. C'est assez proche des lois de Mezouza, d'accord. Ces choses-là sont des choses qui sont dispensées de Mezouza, de nouveau, parce que la Torah nous a dit Betecha, et là il manque dans le din de Betra. Je ne sais pas si dans tous les détails, ce sera les mêmes principes que Betra, de Mezouza. Peut-être que celui qui a construit des toilettes chez lui, celui qui a construit une salle de bain chez lui, comment c'est considéré? Une salle de bain, c'est quelque chose. D'accord. Ça ne fonctionne pas forcément. C'est-à-dire, dans les lois de Mezouza, il y a quelque chose qu'on appelle une maison et pas autre chose, à part le côté maison négligeable, qui dispense de Mezouza, mais quelque chose qu'on appelle Mezouza, une maison et quelque chose qu'on n'appelle pas une maison. Et là-bas, ça dépend, est-ce que c'est viable ou c'est pas viable. Même principe pour les lois de celui qui va revenir de la guerre. Ok. Ensuite, donc, conclusion, s'il a construit une maison pas assez conséquente, ou pas assez définie comme une maison, comme ce qu'on a évoqué, eh bien, il va quand même faire la guerre. De même, maintenant, on va parler de celui qui va planter avec Anotea Arba, il a Alors, planter un verger, ça veut dire quoi d'abord? Planter un verger, bien sûr, c'est planter 5 dunams d'oranger, c'est vrai, mais c'est aussi un minimal. Si j'ai planté 3 arbres, ça ne suffit pas. Un verger, c'est nécessairement 5 arbres. Dans toutes les lois de Kilaïm, on retrouve ces 5 arbres. C'est Shtaim Neged Shtaim, Vechadiot Sezanav. Le minimum, c'est d'avoir 2 en face de 2, et un qui est un petit peu en retrait. Dès qu'on a ce minimum de 5 arbres qui sont disposés de manière conséquente, alors ça s'appelle qu'on a un verger. Et Anotea Arba il a celui qui plante que 4 arbres, ça ne suffit pas. Par contre, s'il plante 5 arbres, même 5 arbres différents, on avait vu. Un abricotier, un pommier, comme ça on avait dit hier. Et Vechamisha il a Nesrak, aussi celui qui plante 5 arbres, mais il a les 5 arbres, mais c'est pas des fruits, c'est pas des arbres fruitiers, c'est des arbres qu'il a plantés pour faire des bois, pour faire, d'accord, du cèdre, ou peu importe, et dans ce cas-là, ce n'est pas un arbre, ça ne lui permet pas de rentrer chez lui. Et de même aussi, maintenant on va parler, une fois qu'on a parlé des maisons pas assez conséquentes, des plantations d'arbres pas assez conséquents, après on va voir les mariages pas assez conséquents, en l'occurrence on a Amarzir et du Gros Château, celui qui va se remarier avec sa divorcée, il a divorcé sa femme, et puis quelques temps après il se remarie, c'est très bien, quand la kavod, mais il faut bien comprendre, c'est pas un mariage réjouissant. La Torah a insisté sur Kizvini Bait Hadash, qui est Karki Shisha Hadasha, quelque chose de nouveau, quelque chose qui réjouit, c'est plus le côté désolant de la scène, où il y a quelqu'un qui il est sur le point de se marier, où il s'est marié, il vient de se marier, et déjà il est mort au combat, ouais, comme c'est explicite dans les pasuk, Pen Yamut Bamilchama, Vishachari Kachena, Pen Yamut Bamilchama, Vishachari Achnechena, de peur qu'il va mourir en guerre, et qu'il va y avoir quelqu'un, c'est quelque chose de très désolant, de très déchirant de voir qu'il était sur le point de se marier, et puis il n'a pas eu la chance de se marier, c'est pour ça que la Torah l'a exempté. Quelqu'un qui a déjà été marié pendant 10 ans avec une femme, qui a divorcé après qu'il soit marié avec elle, c'est pas un mariage super joyeux. Par contre, s'il va se marier, il va avoir 55 ans, il va se remarier avec une femme qui était déjà mariée 3 fois. Et ça va, ils ont l'habitude de chez eux. Malgré tout, dès qu'ils sont ensemble, ils sont exemptés pendant l'année. Shanachat. Comme on verra ça dans la prochaine Mishnah. Almanal, de même aussi, Almanal Kohen Gadol. C'est un Kohen Gadol qui va se marier avec une veuve. C'est-à-dire quoi? Il a fiancé une veuve. Et bien sûr, c'est un Kohen Gadol. Alors, on ne transgresse pas sur le fait qu'on... Peut-être qu'on va faire une petite précision, parce qu'on va sur le prochain cas aussi, c'est Grusha, Vachalutza, le Kohen Idiot. Une divorcée. Ou une Chalutza, c'est une femme qui fait la Chalitza, une femme qui fait la Chalitza, qui va ensuite se marier avec un Kohen Idiot. Ou encore, même, je continue aussi, Mamzeret ou Natin à l'Israël, une fille qui est Mamzer ou qui est Natin, c'est un peuple de Givonim, qui s'est marié avec un Israël, ou inversement, un Bat Israël, le Mamzer ou Natin, ou bien un Mamzer ou Natin, qui se marie avec une Bat Israël. Le principe de ces 4-là, si vous faites attention, ce sont des mariages interdits par un Issour Lav. Que si on se marie, malgré tout, les Kiddushin prennent, mais c'est des Kiddushin qu'on a imposé de divorcer malgré tout. La singularité maintenant de ces cas, c'est que dans la plupart des cas, où la Torah m'interdit de me marier avec une femme parce qu'elle n'est pas bonne pour moi, parce que moi je suis un Kohen et elle c'est une Groucha, ou une Mamzeret aussi. Mamzeret, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, Mamzeret, je crois que ça inclut aussi, ça aussi déduit là.
en tout cas je vais parler des cas de Kohen Gadol, parce que là je suis sur mon coup, c'est que la Torah m'interdit de me marier avec eux. Mais si j'ai des rapports avec eux, pas en guise de mariage, il n'y a pas d'interdit. On ne transgresse pas lui sur l'âme. Si un enfant qui naît, c'est un halal. Il n'y a pas d'interdit spécifique par rapport au Kohanim, c'est ce que je veux dire. Et autre chose aussi, c'est que si j'ai fiancé, mais j'ai pas encore marié, j'ai pas encore transgressé un interdit. La Torah a insisté que ça devient un interdit si j'ai eu un rapport avec elle après l'avoir mariée. Ok, on a compris le principe? Donc il n'y a pas d'interdit à avoir fiancé concrètement. Maintenant, on a un Kohen Gadol qui a fiancé une veuve. Une fois qu'il a fiancé, et il a fiancé la veuve, il n'a pas transgressé d'interdit pour le moment. Mais étant donné que c'est un mariage qui n'est pas agréé par la Torah, parce que nous on ne veut pas qu'il se marie avec elle, alors là, dans ce cas-là, la Torah l'insistait. Tout celui qui a marié, qui a fiancé une femme, vélo le kara, il l'a pas encore prise, il l'a pas encore pris en guise de mariage, eh bien, qu'il revienne chez lui, et une femme qui est de toute façon exclue à ce qu'il continue à se marier avec elle, alors il est dispensé de... on ne va pas l'exempter de la guerre, on va pas lui dire tu rentres pas chez toi, c'est pas un mariage qui est agréé. D'accord, c'est le principe, on a compris, on continue maintenant à la suite de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Af abonné bait al mechono loya choser. Rabbi Yehuda, il nous dit, de même, selon le principe de Marzio Gros Château. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui relègue, j'ai pas tellement, dans ce que j'ai regardé, j'ai pas trouvé de marloquette. Concrètement, Rabbi Yehuda, il va me dire aussi, même celui qui reconstruit une maison, al mechono, avec les mêmes mesures, c'est-à-dire il a sa maison qui s'est effondrée, imaginez même si ça a pris longtemps jusqu'à qu'il puisse se réorganiser pour reconstruire sa maison. Mais après, reconstruire sa maison, exactement la même chose. Même nombre de métrages, même nombre de pièces. Même s'il est tout content parce que c'est une maison qui est toute neuve, c'est pas quelque chose de tellement réjouissant de reconstruire sa propre maison, c'est la même maison. Ça, c'était Rabbi Yehuda. S'il y a une marloquette, Kenrick, on va nous dire que non, il y a quand même une réjouissance spéciale sur quelqu'un qui reconstruit. C'est pas comme la marque au château, apparemment. Ensuite, on continue. Rabbi Eliezer Omer af abonné bet levenim besharon le haya choser. Sharon, c'est la région du Sharon. Je ne sais pas ce que c'est la même qu'à notre époque. À notre époque, la région du Sharon, c'est Natania, Ranana et tout ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de noms avec Hod Sharon, Kiryat Sharon. Et voilà, ça c'est le Sharon, c'est la région du Sharon. Là-bas, on avait des sables relativement humides, très humides, qui ne supportaient pas les briques. C'est-à-dire que lorsqu'on construisait une maison en briques, par exemple, eh ben, on était sûr que dans les 3-4 prochaines années, elle allait finir par s'effondrer, elle tenait pas le coup. On construisait quand même, parce que c'est rien, on empile les pierres, et puis ça fait une maison. Pourquoi pas? Mais malgré tout, c'était pas quelque chose de durable. 2 fois tous les 7 ans, c'est précisé comme ça. Il fallait deux fois tous les 7 ans, il fallait déjà la refaire. Dans ce cas-là, c'est pas une maison assez conséquente, et dans ce cas-là, on ne revient pas, mais au Ré Amilchama, on reste, on fait la guerre, la Torah n'a pas exempté de guerre, parce que c'est pas une construction durable chez toi. Quelque chose que tu construis, que dans 2 ans c'est de nouveau reparti, c'est une sorte de location, c'est pas une vraie maison construite. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.